Ouais, mon concept, c'est globalement de mixer des sujets RH, et des fois un peu élargis au monde de l'entreprise d'une manière générale, avec des univers de science-fiction. Si j'étais Asimov, j'en déduirais d'un point de vue statistique que on va vers ce type de monde du travail où les tâches de chacun deviennent de plus en plus micro en fait et ponctuelles. Bonjour à tous et bienvenue dans Hypo Jobs of Tomorrow. Je suis Anne-Laure et j'ai le plaisir de recevoir un invité qui a une double vie et un concept fascinant. Le jour, il est directeur du recrutement chez ACC où il gère l'hypercroissance d'une entreprise high-tech. Et la nuit, il est l'auteur de The HR Singularity. C'est un blog génial où il décrypte les mutations des ressources humaines et le futur du travail à travers la science-fiction. Donc, pour mieux comprendre, j'ai demandé à Sylvain de venir nous raconter en fait ses meilleurs articles pour qu'on découvre le monde du travail de demain à travers nos films, nos livres et nos séries préférées. Bonjour Sylvain. Bonjour Anne-Laure, merci pour l'invitation. Moi, je suis de près. Alors, pas toujours. J'ai le temps de tout lire, mais dès que j'ai le temps, franchement, je me régale. Et donc, je t'ai fait venir pour que tu viennes nous en parler et que les gens découvrent aussi tout ce que t'écris. Et d'abord, tu vas nous expliquer un petit peu ton concept, d'où ça t'est venu, parce que ça surprend la première fois, mais dès qu'on y goûte, on comprend. Donc, explique-nous un petit peu comment ça t'est venu cette idée. Ouais, mon concept, comme tu l'as dit, c'est globalement de mixer des sujets RH, et des fois un peu élargis au monde de l'entreprise d'une manière générale, avec des univers de science-fiction et des fois élargis à des environnements un peu plus pop culture. Voilà. Et je fonctionne globalement par analogie, mais ça marche des fois dans un sens, des fois dans l'autre. Donc, parfois, je vais choisir de traiter un sujet RH et de l'insérer dans un univers de science-fiction pour le côté narratif qui va avec, et évidemment parce qu'il y a des connexions qui peuvent se faire. Et ponctuellement, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire je vais appliquer une grille de lecture RH ou entrepreneuriale sur un univers de science-fiction qui est connu. Voilà. Et comment l'idée m'est venue ? En fait, l'idée m'est venue en regardant la science-fiction parce que bon, je le fais d'abord par plaisir en réalité. Et donc en regardant une série de science-fiction, je me suis fait la réflexion une fois que certains éléments qui étaient présents dedans, en l'occurrence c'était autour de Foundation et donc de ce qu'on appelle dans le roman d'Asimov la psychohistoire. Je me suis fait la réflexion de me dire en fait la psychohistoire c'est la planification sur du très long terme et ça ressemble à je me suis fait comme ça la réflexion que ça ressemblait un petit peu à ce qu'on appelle le strategic workforce planning dans le domaine des ressources humaines. C'est juste une réflexion comme ça qui m'est venue sur le coup. Et en fait, elle a trotté encore un petit peu après. D'autres analogies comme ça sont venues par rapport à d'autres œuvres que j'ai lues et que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, on pourrait en faire un article RH en réalité. Et je me suis rendu compte que ça n'existait pas. Donc je l'ai d'abord commencé à le faire, plutôt pour mon plaisir. Et en fait, j'ai trouvé tellement d'analogies potentielles que ça a fini par devenir quelque chose que je sors de façon très récurrente et que je prends et qui du coup m'a aussi boosté en termes de créativité. Tu vois, est venu répondre à un besoin de créativité que j'avais pas autant identifié et qui fait que depuis ça fait un peu plus de 6 mois que c'est lancé. J'ai lancé en septembre 2025. Depuis, j'élargis la façon dont je communique autour de ces sujets-là. La base, c'est toujours un article, mais il y a des contenus. Maintenant, il y a des contenus vidéo, il y a du contenu sonore, etc. Et j'explore aussi des façons différentes de mettre ces idées, ces récits en scène. Voilà. Ouais, tu innoves vachement et on sent que t'en as encore sous le pied, que tu vas encore nous trouver. Ouais, j'ai encore 2-3 trucs que je creuse. Ouais, c'est super et ça, tous les outils d'IA permettent aussi de faire t'aider aussi à mettre en scène, surtout le visuel. En fait, mais même plus que ça, c'est-à-dire que au-delà de la création visuelle que j'aurais pas pu faire avant évidemment. En fait, la capacité à m'aider à détourer les sujets, à affiner 2-3 éléments, etc.
ça rend la possibilité de sortir les articles dans un timing où s'il a fallu que je les écrive de A à Z moi-même en faisant l'ensemble des recherches moi-même, etc., probablement chaque article m'aurait pris trop de temps pour que je poursuive dans la durée. Donc moi, pour le coup, l'IA générative m'a permis d'en faire quelque chose qui me prend beaucoup de temps quand même, on en reparlera peut-être, mais avec un rythme de production qui est satisfaisant pour moi. Pour toi et tes lecteurs, parce qu'effectivement, nous aussi, là, ça vient, il y a beaucoup de choses, tu nourris... Les lecteurs qui, du coup, ont pas toujours le temps de tout lire. C'est vrai. Et ouais, non, mais t'as une idée géniale. Alors les gens savent pas encore. On va rentrer dans des œuvres, expliquer. On va même avoir la chance d'avoir une lecture de ta part et des extraits. Mais juste avant de rentrer sur ce sujet, c'est vrai que la manière dont tu le traites est hyper originale. Est-ce que du coup tu dis c'est vrai que t'es le seul à faire ça dans les RH, c'est un monde un peu sérieux, peut-être les sujets t'as voulu faire quelque chose pour un petit peu interpeller les gens parce que avec les formats trop classiques on n'arrive à rien en fait. Alors en fait, t'as beaucoup de gens dans le domaine RH qui parlent soit du futur du travail, soit des gens qui sont un peu prospectivistes et qui s'appuient sur, alors pas forcément RH pour le coup, mais qui s'appuient sur la science-fiction pour leurs travaux. Mais c'est souvent très sérieux, d'accord ? Et c'est normal, c'est leur métier, ce qui est à la différence du mien en fait. Ce n'est pas mon métier, c'est quelque chose que je fais en tant qu'activité que je peux monétiser de temps en temps, mais qui est vraiment une activité de plaisir, quoi. C'est pas autre chose. Et du coup, c'est vrai que j'essaie d'y apporter une touche qu'on va pas retrouver ailleurs, qui est une touche où ça s'insère dans des univers que tout le monde reconnaît, donc tu es capté, si tu veux, dans un environnement où tu vas reconnaître, où il va y avoir des codes que tu vas reconnaître et que évidemment je vais utiliser dans le contenu de mes articles, dans la rédaction de mes articles, et donc dans lesquels tu te projettes un peu plus facilement. Évidemment, je reste un peu en surface des deux axes, donc je vais pas dans le détail, l'exégèse de la science-fiction que je commente, et je suis pas non plus un expert RH absolu de tous les domaines, et donc je vais aborder des sujets, mais ce que je produis a vocation, on va dire, à être ludique, pédagogique quand même, donc c'est toujours sourcé, documenté, etc. Mais voilà, c'est pas du contenu d'expertise non plus. J'ai pas cette prétention. Et d'ailleurs, ce que je fais de plus en plus, c'est quand je vais sur des sujets qui sont techniquement un peu pointus ou très niche dans le domaine RH et travail. Ce que je fais de plus en plus, c'est que je coécris maintenant les articles avec des personnes qui, elles, ont développé une niche spécifique et vraiment pour le coup une expertise pointue. Voilà, ce qui me permet de croiser leur vrai savoir-faire, leur connaissance approfondie du sujet avec l'environnement narratif, et c'est des formats que j'aime bien. Effectivement, c'est ludique, clairement, et c'est pour ça que ça donne envie. Ça interpelle, on apprend des choses, et c'est ludique parce que, enfin, t'as quand même le don d'appuyer là où ça fait mal. et tu le fais de manière avec pas mal d'humour et tout, mais ça fait du bien en fait, des fois de dire des vérités et de le faire de manière élégante en fait à travers ça la SF quoi. Ouais, c'est aussi l'avantage de la fiction, évidemment, c'est que dans la fiction, on peut créer des personnages, et puis c'est une fiction. Donc, et d'ailleurs, évidemment, alors j'ai d'autres formats, on en parlera peut-être un peu après aussi, où je me mets dans la peau d'auteurs de science-fiction et je les fais commenter notre époque selon ce que je comprends de leur prisme intellectuel et de la vision qu'ils avaient, d'accord ? Et donc, une des choses qui évidemment est vraie, c'est que ce que j'écris n'est pas forcément toujours ce que je pense à titre individuel. C'est ce que j'ai envie d'écrire et l'angle sous lequel je choisis de l'écrire, et il dépend évidemment de la fiction. Donc, il y a typiquement un article que j'écris qui est sur un personnage qui se retrouve dans une situation post-apocalyptique zombie autour du recrutement. Et je me suis fait plaisir sur ce personnage-là. C'est un personnage un peu badass, etc., vulgaire, il défonce des zombies, etc., qui n'a rien à voir avec la personne que je suis dans la vie et la façon dont je m'exprime. Mais
voilà, c'est l'incarnation que j'ai choisi de lui donner, et je prends un certain plaisir du coup à aller mettre des gros mots dans des textes, tu vois, que je me permettrais absolument pas de faire par ailleurs. Écoute, on va commencer par un premier exemple, hein, et pas on va dire le plus discret. Enfin, je pense que c'est un qui va parler à un maximum de monde parce que c'est un film, hein, Minority Report. Ouais. Je pense qu'on l'a tous vu celui-là, qu'on aime ou pas la science-fiction. Et donc là, dans Minority Report, donc c'est un film donc on arrête les criminels avant qu'ils n'agissent, hein, c'est ça le principe. Et toi, tu as utilisé ce film pour parler de la mode des RH prédictive. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces nouveaux outils de RH prédictive, nous expliquer un peu ce qu'elles font déjà, ou ce qu'elles peuvent faire dans un avenir proche ou lointain? Si tu veux, ce que je peux te proposer, c'est je te lis l'introduction de l'article. Ça va t'amener directement dedans. Et alors, juste avant de le faire, Minority Report, c'est un cas particulièrement intéressant parce que avec ces systèmes de précognition, donc ces mutants qui ont des visions du futur, on réussit à réduire le crime en fait dans le monde de Minority Report de 90 ou 99%, je sais plus exactement. Ce qui est bien. Excellent. On sera tous contents de pouvoir sortir dans la rue en se disant on craint rien. Si quelqu'un projette de nous faire du mal, il sera arrêté par anticipation. Et évidemment, le problème de toutes ces trucs-là, c'est qu'il y a une faille et que donc elle peut éventuellement être exploitée. Mais 90% quand même. Et donc, en vrai, évidemment, dans le film, c'est présenté comme un format dystopique. Et c'est pareil pour les ressources humaines. Donc, je vais l'évoquer là. Si demain, tu avais la possibilité de prédire tout un tas de choses en matière de ressources humaines, ce serait bien. Ça éviterait plein de situations inconfortables qu'on aimerait éviter aujourd'hui si on avait su, si on avait l'info, etc. Et le revers de la médaille, est-ce qu'on est OK avec ou pas? D'accord? Et ça pose des tas de questions, j'aurais dire philosophiques ou éthiques, qui sont assez intéressantes. Alors écoute, je teste avec toi ce nouveau format où je lis un peu le prologue d'un article, puisqu'en fait chaque article a un prologue qui est romancé en général, et puis on voit ce que ça donne. Paris, 12 avril 2034, 9h17, un matin pluvieux. L'écran palpita, inondant d'une lueur écarlate la salle de contrôle des ressources humaines. Risque de démission imminente d'une ressource critique. Estimation de probabilité, 79%. Les caractères flottaient dans l'air conditionné comme un diagnostic sans appel. Claire M., directrice des ressources humaines, s'approcha de la console, avec la démarche mesurée d'un chirurgien face à un patient en phase terminale. Derrière elle, les algorithmes déployaient leurs tentacules invisibles. Productivité en chute de 3,8%. Enthousiasme lexical des courriels dégringolant de 27% en une semaine. Navigation suspecte sur LinkedIn. Des miettes numériques d'une âme qui cherche sa sortie. Sur l'écran principal se matérialisa le visage d'Elisa, ingénieur pilier du projet Power Report. 43 ans, mère de 2 enfants, 15 années de loyauté. Elle tapotait machinalement son stylo sur son bureau, ignorant que chaque geste nourrissait déjà sa nécrologie professionnelle. Délai probable avant dépôt de démission, 72 heures, susurra Lia de sa voix de velours synthétique. Pas d'inflexion, pas d'humanité. Juste la froide certitude des statistiques. Claire M sentit ses doigts se crisper sur la tablette. Le dilemme moderne dans toute sa perversité. Fallait-il sauver une employée qui s'ignorait condamnée, ou lancer son remplacement préventivement? Convoquer Elisa pour une promotion de dernière minute, un mensonge bienveillant, ou déclencher immédiatement le plan de succession minutieusement élaboré durant la dernière revue du Strategic Workforce Planning, transformant ainsi la prophétie en réalité. La ressource est mentalement prête à quitter l'entreprise, murmura l'algorithme avec cette assurance terrifiante des oracles numériques. Ses synapses dessinent déjà sa lettre de démission. Dans ce bunker climatisé où la spontanéité humaine venait mourir, Claire M contemplait l'écran. Elisa continuait de travailler, prisonnière d'un présent que les machines avaient déjà effacé. Que reste-t-il du libre arbitre quand l'entreprise lit dans nos pensées avant même que nous les ayons conscientisées? La question résonna dans le silence aseptisé, comme l'écho d'un futur du travail qui avait franchi un seuil dont on ne reviendrait jamais. Aïe. Voilà. Donc, c'est quoi l'idée qui est sous-tendue derrière et le fait en fait que j'observe et que j'analyse dans l'article qui suit, c'est que depuis quelques années, on voit apparaître, commercialisées, différentes solutions qui cherchent à analyser les signaux faibles chez les collaborateurs pour donner des informations à l'entreprise sur différentes choses, alors qui
en Europe vont être assez peu individualisés parce que RGPD, CNIL, etc. Mais c'est beaucoup moins le cas dans d'autres continents, dans d'autres pays. Mais qui vont par exemple mesurer le taux d'engagement, qui vont mesurer aussi de plus en plus la productivité et toutes les actions qui sont réalisées. Et ça, c'est d'autant plus vrai maintenant qu'il y a l'IA qui est arrivée et qu'on cherche à agentifier un certain nombre de choses. Et donc le constat et la réflexion qui est derrière, c'est que ces outils dont on peut se dire que c'est bien en fait de savoir que quelqu'un commence à peut-être être moins impliqué dans son travail, ressent un certain mal-être, etc. Et donc ça permet de façon anticipée, avant que la situation se dégrade trop et aboutisse peut-être à une démission ou à un burn-out ou à ce que tu veux, d'avoir des signaux qui nous permettent de dire attention, il y a quelqu'un à qui il faut faire attention. En réalité, toute la problématique qui est derrière, et c'est celle de Minority Report aussi, c'est que quand l'algorithme, la data en réalité, c'est-à-dire quand on te présente une data sous un format mathématique qui te dit attention, cette personne met un petit peu plus longtemps à répondre à ses emails, elle est moins présente sur Teams, ses horaires de connexion au travail ont changé, d'accord, etc. Et en fait, le risque, c'est une prophétie qui est autoréalisatrice. C'est-à-dire peut-être qu'on est sur quelque chose qui est juste passager, mais l'alerte et l'information que tu vas recevoir de la part de l'outil, c'est cette personne-là, il y a un problème avec, d'accord. Et donc tu rentres tout de suite dans un schéma qui est il y a un problème, et donc il faut régler un problème. Okay. Et ce faisant, le problème peut apparaître là où peut-être il n'y en avait pas. Il n'y avait pas autre chose que quelque chose qui est très passager et qui n'est d'ailleurs pas forcément lié au travail en lui-même. Voilà, c'est l'esprit qui est derrière cet article-là. Et donc ces outils existent, ils sont commercialisés avec différentes limitations selon les règles de gestion des données personnelles qui prévalent dans les différentes zones géographiques, les différents pays, mais voilà, qui sont présents et qui sont de plus en plus j'ai envie de dire incorporé finalement assez naturellement même dans toute une suite logicielle dans laquelle on baigne au quotidien. C'est plus de la science-fiction, hein. Ah non, souvent. Alors, un de mes grands postulats et une des raisons en fait pour lesquelles je fais ces articles, c'est que je me suis rendu compte, justement en pensant à toutes ces analogies, que sur un certain nombre de sujets qui étaient vus comme de la science-fiction, on a dépassé la fiction. En tout cas, on l'a atteinte. On l'a atteinte, ouais. Et parfois dépassée. Donc c'est intéressant de se dire que... Et c'est souvent sur des œuvres qui ont 50 à 70 ans, en réalité. C'est ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de se poser la question, pour une partie de ces œuvres, de qu'est-ce qu'elles nous disent de ce qui se passe après. Exactement. Parce que on y arrive, justement, voilà. Tu mets le doigt au bon moment, en disant, regardez, là, on y est, quoi, en fait. Hein. Ouais. En fait... si on prend l'œuvre d'après, qui est pour le coup un classique et un ancien, de 1984 de George Orwell, ça aussi pas mal de monde l'a lu, je pense. Enfin, en tout cas, moi, j'en fais partie. Donc ce livre-là, donc c'est Big Brother, on connaît. Toi, tu en as fait le Big Manager. Et l'idée du Big Manager, c'est aussi cette tendance qu'il peut y avoir actuellement à ce qu'on appelle le flicage numérique, l'IA qui surveille tout. Justement, tu l'as souligné, l'inactivité sur Teams, tes horaires. Pour le coup, et j'en parle dans une interview là que je vais sortir un jour, 1984, c'est effrayant, mais c'est probablement le livre de science-fiction dans lequel le plus de choses se sont réalisées. Ah. C'est-à-dire, à vrai dire, il n'y a pas grand-chose de ce qui est dans 1984 qu'on n'observe pas aujourd'hui. Ouais. Et pour le coup, il y en a depuis, ça fait une petite dizaine d'années, 10, 20, 30 ans, mais il y a des sujets, c'est maintenant, c'est depuis un an ou deux, c'est depuis que Trump est au pouvoir, par exemple, pour un certain nombre de choses, etc. Et c'est glaçant, en fait, c'est assez impressionnant. Dans le côté Minority Report, par exemple, parmi les choses que les logiciels qui mesurent le taux d'engagement, etc., vont identifier, il y a le vocabulaire, d'accord ? Comment la terminologie, comment les mots qui sont employés et les choix des mots traduisent quelque part un état d'esprit qui est plutôt positif ou plutôt négatif vers la confrontation, etc. Et donc potentiellement à l'échelle
prévoit qu'il y a une forme de contestation qui monte, etc. Okay. T'as un certain nombre de marqueurs dans 1984. T'as mentionné celui de la surveillance. Donc la surveillance, c'est la question des télécrans. Dans 1984, t'as les télécrans qui sont des machines qui sont partout, dont chez toi, où en fait, la police de la pensée voit ce que tu fais, et puis tu peux voir aussi ce que la police de la pensée t'envoie, la propagande qui va avec. Et bon, alors évidemment, le télécran, c'est juste nos PC. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, nos PC, évidemment, on pioche de l'information dedans, mais ils en collectent aussi tellement sur nous, et a fortiori, depuis qu'on raconte nos vies à ChatGPT ou autre, que ce côté téléécran, il est déjà existant. Ouais. T'as une deuxième chose, en fait, qui est très marquante dans 1984 et qu'on retrouve beaucoup dans le monde de l'entreprise, qui est ce qu'on appelle la novlangue, qui est l'art d'utiliser d'autres mots, qui atténue finalement le vocabulaire et la pensée. D'accord. D'ailleurs, c'est un des principes de George Orwell de dire la dictature va chercher à dégrader la quantité de vocabulaire pour réduire la quantité de pensée en fait qu'on peut avoir. Puisque un mot que tu ne connais pas, c'est un concept que tu ne peux pas exploiter. Et donc, par exemple, dans le monde de l'entreprise, tu as tout ce langage dit corporate qui en réalité est tout à fait de la novlangue. Donc, quand on va parler, je sais pas moi, on va utiliser restructuration pour parler de licenciement finalement. Tu vois ce que je veux dire? On va parler qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme exemple? Opportunité de se développer pour annoncer le fait que on va te donner des dossiers supplémentaires qui vont devoir s'ajouter à tes tâches déjà actuellement, etc. Donc ça, t'as ce côté novlangue. Et puis t'as un dernier grand marqueur, mais il y en a d'autres qui sont présents aussi. T'en as deux, on va dire. T'as ce qu'on appelle, et d'ailleurs c'est le titre d'une émission maintenant, qui est la fabrique du réel. D'accord. Et donc, comment on crée des idées et des opinions à partir de pas grand-chose, en tout cas à partir de choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc, dans 1984, ça s'exprime à travers ce qu'on appelle le ministère de la vérité. D'accord. Mais si tu le prends au niveau politique, les alternative facts de l'administration Trump, c'est ça en fait. D'accord, c'est exactement ça. Je crois que tout récemment, comment il s'appelle, Pete Hegseth, le gars qui est le ministère de la guerre chez Trump, a expliqué que la guerre c'est la paix. Je sais pas si c'est lui ou un autre, mais ça c'est directement extrait de 1984. La guerre c'est la paix, et c'est ce qu'on appelle en fait le deuxième volet de la partie de la fabrication du réel, qui est le double think, double pensée, qui est dire une chose et son contraire. Donc par exemple, la soumission c'est la liberté, la guerre c'est la paix. Voilà. Et en fait de marteler ces messages-là pour en diluer le sens et oui, finalement venir gréver la capacité des individus à avoir une pensée critique. Alors évidemment, c'est pas aussi marqué que ça dans l'environnement de l'entreprise, mais tu peux avoir des injonctions comme ça qui sont souvent assez contradictoires. Par exemple, on va te dire la priorité c'est la sécurité, en même temps que on va te pousser pour accélérer les cadences. D'accord. Par exemple, recourir à des main-d'œuvre temporaires supplémentaires pour pouvoir accélérer sur les objectifs. Or, statistiquement parlant, on sait évidemment que quand tu accélères les cadences et quand tu incorpores dans les équipes des personnes de l'extérieur, en contrat temporaire ou quoi que ce soit, et tu prends moins de temps de les former parce que tu vas aller vite, tu vas augmenter l'accidentologie, par exemple. C'est mécanique, d'accord, quasiment. Voilà, ça c'est typologiquement une injonction contradictoire qu'on retrouve complètement dans le modèle de George Orwell, son modèle de pensée dans 1984, et qu'on va retrouver à une échelle qui n'est pas aussi conscientisé, qui n'est pas aussi manipulatoire évidemment, mais dans des mécanismes de l'entreprise et du management en réalité. Ouais, elle est assez inconsciente. Hein. Moi, j'ai accompagné plein d'entreprises et dans la tech, c'est pareil. Hein. On veut faire de la sécurité parce que sécuriser les plateformes, et en même temps, il faut livrer des features plus vite que le concurrent. Donc, c'est trouver des compromis et on se ment un peu à nous-mêmes. Après, c'est vrai que dans les RH, ça m'étonne pas que vous ayez trouvé des moyens de
pour être, avec des euphémismes pour exprimer des choses qui sont difficiles, puisque vous gérez le licenciement, ce genre de choses. Donc l'humain a la tendance à essayer j'ai envie de dire, de voir comment on peut faire rebondir les gens plutôt que voir le mauvais côté des choses, qui est la pure perte de ton job et voilà. Si on veut le regarder vraiment d'un point de vue un peu technique et de relations sociales, par exemple, aux mots sont associés des contraintes juridiques. D'accord. Ouais, c'est donc, vrai. je veux dire, quand tu parles avec un représentant du personnel, quand tu utilises le mot licenciement ou le mot plan social, c'est pas la même chose que quand tu utilises un mot dérivé, type restructuration, réorganisation, optimisation des équipes, ce que tu veux, parce que à partir du moment où tu utilises le mot qui peut être derrière et qui est contraint juridiquement, tu rentres dans un autre mécanisme que t'as peut-être pas envie d'enclencher tout de suite, quoi. Tu vois, donc il y a aussi la loi en fait aussi en tant que RH peut te forcer à tourner autour d'un concept parce que tu veux pas te retrouver contraint par ça immédiatement. Et depuis très longtemps. Tu vois. En tout cas, moi, le novlangue, moi, je me rappelle, c'est vraiment ce trauma de se dire, mais l'appauvrissement du Le vocabulaire. langage corpo, de toute façon, Oh là c'est là, mais incroyable. quand on voit, mais on le voit, même la manière dont les gens s'expriment aujourd'hui, tu vois, le vocabulaire s'appauvrit. On a moins c'est ça, c'est assez terrible. Alors, on continue avec un univers, parce que la science-fiction, ça nous met quand même dans un état. Attends, sur la novlangue, je pense à un autre truc. T'as des vas-y. logiciels. Alors, j'ai oublié comment ça s'appelle le nom, mais il y a le lien dans l'article. T'as un logiciel qui existe depuis assez longtemps et qui en fait permet d'analyser en même temps que tu écris tes mails, par exemple, ce que tu écris, et de te faire des suggestions. Par exemple, pour dire attention, ce que tu écris là, c'est un petit peu trop genré, par exemple, ou c'est un peu agressif, etc. Et ça, c'est fou parce qu'en réalité, si tu y penses, évidemment, ces logiciels-là sont paramétrés par rapport à une charte de ce que l'entreprise considère OK de dire ou pas. Tu peux tout à fait imaginer que le paramétrage de la charte de ce type de logiciel, demain, quand tu vas commencer à vouloir utiliser tel ou tel terme, il va te conseiller d'en utiliser un autre, tu vois. Et tu rentres insidieusement comme ça dans des choses où effectivement, il y a des tendances politiques qui viennent derrière, sociétales, politiques qui viennent se greffer et qui peuvent venir être un peu imposées, en tout cas être fortement suggérées par le logiciel et par des choix et stratégique, on va dire, et des réorientations stratégiques dans les entreprises. Ouais, bon, on a vu que l'IA, a priori, elle avait des préférences pour certains genres. Elle Dans ses reproduit des filtres de CV. biais sur lesquels elle a été entraînée souvent. Donc, alors, ce qui est très intéressant, ça j'adore ce concept-là, je trouve ça incroyable. Une étude récente là qui montrait que l'IA préfère toujours les CV. Tu sais, quand tu prends une IA pour analyser si un CV est pertinent par rapport à un poste ou pas, elle préfère toujours les CV qui ont été retouchés par une IA. Même si c'est pas forcément les plus pertinents au final, quand tu les fais revoir par un humain. Alors, c'est pas exactement expliquer pourquoi. Enfin, certains doivent le savoir, mais moi, je sais pas. Mais, un CV retouché par l'IA est toujours un peu mieux scoré, probablement parce que l'IA parle bien à l'IA. Elle se reconnaît. C'est normal dans les formulations. Un CV qui est fait par l'IA, il y a un max de jargon, de mots-clés. Bon, bref. Mais après, j'ai lu récemment un article, quelqu'un qui a fait justement des expériences avec ça, et où l'IA, elle n'est pas du tout régulière. Tu le même set de CV, une offre d'emploi, elle te met pas du tout les mêmes scores d'un... Enfin, tu vois, sur exactement les mêmes CV, la même offre d'emploi. Et puis, si tu changes les noms des CV en mettant c'est homme-femme ou que tu enlèves certaines, enfin, je crois, l'adresse ou ce genre de choses, eh ben, t'as pas les mêmes résultats du tout aussi. Donc bon, elle n'est pas hyper fiable, même si tout le monde l'utilise et il faut l'utiliser pour gagner du temps sur pas mal de choses, mais il faut quand même se méfier, quoi. Être conscient de ça. Ok, cool. Alors, on va voyager dans une autre œuvre que j'ai adorée il y a longtemps, mais enfin non, il y a pas longtemps. Dune, ça c'est sorti au ciné. Je l'ai revu au ciné. J'avais lu ça il y a longtemps. Ça c'est génial quand le ciné reprend les œuvres qu'on lit il y a longtemps. Mais j'ai pas vu le 2. Donc Dune, ça c'est le. Il y a le 3 qui arrive bientôt en plus. Mais c'est vrai qu'il faut du temps pour lire parce qu'en général il y a plein de volumes. Donc le peuple des Fremen dans Dune. Ils sont sur la planète donc d'Arrakis et tu veux utiliser ce peuple pour un peu illustrer le besoin de résilience qu'on devrait finalement.
Alors tu vois là, c'est typiquement une des analogies où c'est presque plus une lecture RH d'une scène ou d'une situation dans Dune que l'inverse presque. Et avec une métaphore finalement qui est celle de cet énorme ver des sables qui, bon, tout le monde a la scène, hein, je pense à peu près en tête, même, hein, qui traverse le désert et qui d'un seul coup émerge avec sa gueule gigantesque, etc. Et en fait, cette espèce d'énorme catastrophe qu'on voit venir, parce qu'on la voit venir de loin, tu sais, ça fait tout un silo, tout un sillon dans le sable, etc. Il y a des tremblements et compagnie. Je devais faire l'agression, ça ressemblait beaucoup à une vague disruptive en réalité. D'accord. Donc tu sais que quelque chose arrive, et en réalité, si tu n'es pas un Fremen, c'est-à-dire si tu n'as pas mis en place dans le temps les conditions qui vont te permettre de reconnaître cette vague et peut-être de la surfer, puisque c'est ce que font les Fremen finalement, ils apprennent à surfer les vers des sables, elle va te bouffer. Ok. Et donc, je l'ai effectivement, j'ai développé cette analogie-là dans un article, c'est un de mes premiers articles d'ailleurs, autour de la vague disruptive qui est en train d'arriver sur les entreprises. Évidemment, l'IA, c'est pas la seule, hein, il y en aura d'autres, mais l'IA notamment. Et donc, en fait, ce que je fais dans cet article-là, c'est que je regarde quelles sont les méthodes qu'utilisent les Fremen pour survivre dans ce milieu très inhospitalier qu'est le désert et en faire une force en réalité. Hein, c'est ce qu'on appelle dans Dune le desert power. Donc là où le désert est un inconvénient pour les armées impériales qui sont fortement équipées technologiquement, etc. Pour les Fremen qui sont beaucoup plus, comment on appelle ça, qui sont beaucoup plus frugaux, ils développent en fait une résilience et une agilité que n'ont pas des plus grosses entreprises avec des très bons moyens, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils développent les Fremen comme qualité? Ils développent d'abord la première chose, c'est que l'eau est une ressource rare. Donc, tu peux considérer que l'eau, c'est l'argent de ton entreprise, donc sa trésorerie, d'accord. Et donc, ils font très attention à la trésorerie. Tout le temps, d'accord. Et ils évitent de la surutiliser pour pouvoir la mobiliser quand ils en ont vraiment besoin. Ils ont des rituels, d'accord, de passation. Ils ont toute une tradition de passation orale, etc. Des rituels de passage à l'âge adulte aussi, qui te préparent à affronter le ver des sables, à affronter la disruption. Okay. Donc là c'est pareil, c'est toute la question des post-mortem, de quand il y a une crise, comment on documente ce qui s'est passé pendant cette crise et comment on peut la mobiliser. Ils ont découvert que les vers des sables sont attirés par les mouvements réguliers, d'accord. Quand tu marches régulièrement, et en fait c'est les vibrations régulières qui les attirent, et donc ils ont développé le sand walk, la marche des sables, qui est ce pas très bizarre, très chaloupé et surtout pas régulier, qui permet de ne pas se faire détecter vers des sables. Donc là c'est pareil, c'est un peu le côté, dans un certain nombre de cas, pour éviter de te faire disrupter, t'as peut-être envie de fonctionner de façon un peu masquée, d'accord, par rapport à ta concurrence. Et puis évidemment, ils savent lire les signaux du désert. Donc ils ont, déjà du coup, quand ils le veulent, ils activent ce qu'on appelle un thumper, donc ce petit truc là qui fait, c'est comme un métronome en fait, hein, qui va faire des pulsations à l'intérieur de l'oreiller pour justement attirer des vers des sables là où ils ont envie de les attirer, d'accord. Mais d'une manière générale, ils savent lire la météo, les signaux, etc. Et donc ils développent aussi ils ont aussi développé une capacité à analyser le marché, d'accord, pour observer les signaux faibles et choisir à quel moment sortir du bois. Okay. Voilà, c'est toute cette analogie-là que je développe autour de la résilience et de ce que peut être le rôle du DRH par rapport à ça, en le mettant dans un cadre du désert. Donc, si tu vas voir l'article, tu verras un comex en costume qui chevauche un ver des sables à Arrakis. J'aime bien, même dans la création visuelle, j'aime bien mixer les environnements. Et en lisant ton article, on peut découvrir donc tout un tas finalement de conseils pour essayer de voir comment on peut rapporter cette intelligence des Fremen à soi en tant que candidat, en tant qu'entreprise. Ce que j'essaye de faire le plus souvent, c'est, je fais quand même des articles qui ont vocation à être sérieux.
parce que je suis quand même à côté de ça, j'ai un vrai métier, tu vois, je suis un professionnel, etc. Donc j'ai pas envie de raconter n'importe quoi non plus. Et donc, en réalité, derrière le côté romancé, etc., il y a un travail bibliographique et de recherche et de vérification qui existe, d'accord. Donc encore une fois, qui est pas un contenu d'expertise, je ferai pas un livre sur ce sujet-là, et je serai pas légitime. Mais par contre, j'appuie ce que je dis sur des ouvrages de référence, etc., qui sont alors ça dépend des fois. Des fois, je cite carrément sous forme de bibliographie. Le plus souvent, ce que je fais, c'est que je mets des liens en réalité dans le texte vers les ouvrages en question qui m'ont servi de source, aussi pour pas alourdir la lecture. Il y a certains articles qui sont très romancés. C'est vraiment des histoires quasiment de A à Z. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus sous un format analyse, documentaire, si tu veux, où effectivement, là, je vais rendre les sources peut-être un peu plus visibles, parce qu'on est plus dans l'analyse métier que dans la romance, quoi. Alors, on va passer à un de tes articles qui m'a le plus intéressé peut-être à titre personnel. Pourquoi? Parce que dans cet article du film Her, donc ça, on est nombreux aussi à avoir vu ce beau film avec cet acteur extraordinaire qui est Joaquin Phoenix. Et donc là, Théodore échange avec Samantha pour son développement pro. Et cet article, en fait, il s'intitule « Faut-il confier votre carrière à une IA ?» Et donc dans cet article, t'as glissé un lien secret vers le bilan de compétences gratuit. Avant qu'on se connaisse d'ailleurs. Avant qu'on se connaisse, et tu me l'as avoué plus tard, et j'étais, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Je vais être honnête, quand je suis tombé, j'ai vu Hypo sur LinkedIn, je ne sais plus comment, mais en gros par réseau de réseau. Et ça m'a quasiment inspiré Her. C'est-à-dire que j'avais dans ma liste de œuvres que je voudrais traiter à un moment. En plus, ma femme adore ce film, c'est un de ses films préférés, donc je voulais traiter Her, c'était sûr. Mais quand j'ai vu Hypo, je me suis dit, alors là, c'est parfait. La connexion est immédiate, et donc effectivement, j'ai déroulé tout le truc autour un peu de ça, voilà. En espérant, désolé, ne pas t'avoir nuit, mais je ne crois pas parce que ce que j'en dis est, à mon sens, plutôt positif. Mais voilà. Moi, tu conclus d'une manière qui me paraît belle et juste. C'est qu'un coach IA, c'est bien pour se lancer, mais un coach humain boosté à l'IA, c'est parfait pour décoller. Et donc, moi, c'est cet ADN qu'on a chez Hypo, c'est une hybridation en fait, qui est le meilleur compromis pour faire face finalement aux limites de l'IA actuellement. Écoute, plus le temps passe, plus je trouve que c'est vrai. Alors. On va peut-être resituer un tout petit peu Her, et surtout une scène un peu iconique pour ceux qui n'auraient pas complètement vu le film, et que je vous encourage à voir. C'est un film exceptionnel, était tellement précurseur en plus sur ce qu'on vit aujourd'hui. En fait, dans le film, Théodore, le personnage principal, tombe amoureux de son système d'exploitation, en réalité de son téléphone, donc qui est une IA, et donc de la voix. La voix est celle de comment s'appelle-t-elle, Scarlett Johansson. Voilà, on ne la voit jamais dans le film. Elle est même pas représentée en tant qu'avatar, et ça, c'est juste sa voix. Et tombe amoureux de la personnalité finalement de cette IA et de sa voix. Et il y a une scène qui est iconique, qui est celle dont je pars à partir du prologue, qui est que à un moment ils ont une relation, on va dire, qui est intime, en tout cas une discussion qui est intime, et pour une raison que je n'ai plus exactement précisément en tête, Théodore se retrouve à demander à Samantha dans le film, pas Samantha, si elle est en train d'avoir des discussions intimes, enfin si elle aime d'autres personnes en fait. Voilà, si elle est amoureuse, parce qu'elle a dit qu'elle est amoureuse, si elle est amoureuse d'autres personnes. Et elle hésite, elle répond. Donc ça l'interpelle et il creuse. Et il lui la force finalement, parce que l'IA évidemment fait ce qu'on lui dit au bout d'un moment, la force à lui dire: est-ce que tu communiques avec d'autres personnes? Donc elle dit oui. Et elle demande combien, et là il y a un chiffre, je sais plus combien qui sort, attends je vais le retrouver, mais elle est en train de parler, d'avoir une conversation à caractère intime avec 8316 personnes en même temps que lui. Donc évidemment tout s'effondre pour lui, etc. Et ma première réflexion, c'était de dire, quand même, quand tout le monde demande aujourd'hui des conseils carrière à l'IA, etc. Et c'est bien, dans un certain sens, puisque tout le monde peut avoir. Par exemple, ce que tu as fait, c'est que tu as mis, je l'ai testé à Hypo, donc je peux en parler. Tu as mis cette partie un peu découverte de soi, bilan de compétences, etc. À disposition gratuitement, et c'est dense puisque ça prend sans problème 2 heures, 3 heures pour le faire en entier si on veut le faire sérieusement. Ça avant,
c'était pas accessible à un Pékin comme moi, moyen, etc. Sauf à aller directement voir pour un bilan de compétences qu'il faut se faire financer, etc. C'est un peu compliqué. Donc tu as mis à disposition finalement un service qui avant c'était un petit peu compliqué d'y avoir accès en tout cas avec un niveau de qualité comme ça, d'accord. Donc tu démocratises quelque chose qui est important, qui est la meilleure compréhension de soi-même, d'accord. C'est juste fondamental. Mais évidemment, si tout le monde pose des questions à l'IA, il y a d'assez bonnes chances que l'IA donne les mêmes conseils à tout le monde, puisque elle fait du prédictif. Elle n'est pas, contrairement au ressenti qu'on peut avoir, évidemment, elle ne fait pas des choses extrêmement personnalisées. Elle fait des choses qui sont basées sur les probabilités qu'elle a observées avec les données qui lui ont été fournies, etc. Et donc, vous pouvez se poser la question de dire, est-ce que mon IA, quand je suis en train de chercher un boulot, donc dans l'article, Théodore est en train de chercher un boulot, enfin il postule et il veut se donner un maximum de chance, est-ce que l'IA et des conseils qu'elle lui donne pour donner un maximum de chance à sa candidature, là en l'occurrence j'ai fait en candidature, elle n'est pas en train de donner exactement les mêmes à tout le monde. Et donc au final, elle a noyé complètement sa singularité et c'est quelque chose qu'on observe aujourd'hui côté recrutement. Tu sais, t'as beaucoup de gens, recruteurs, moi je l'ai pas trop observé réellement, mais t'as beaucoup de recruteurs qui se plaignent de recevoir aujourd'hui des centaines, des milliers de candidatures, de CV qui ont tous l'air très bons, parce qu'en réalité ils ont tous été retouchés par l'IA individuellement, donc chacun dans son coin est persuadé d'avoir une idée de génie tout seul, mais en réalité tout le monde l'a fait, et au final ça veut plus rien dire, tu peux plus te fier à ce qui tombe sur ton algorithme de matching par exemple, okay, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure. Bon, voilà. Mais fondamentalement, ma vision de l'IA, et d'ailleurs ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que moi ça m'a mis en capacité de créer des choses que je ne pouvais pas créer avant, d'accord, que j'aurais pas pu faire avec The Charting Variety. Je trouve que l'IA au début, elle te donne la possibilité de faire plus en fait, ou de faire des choses différentes qui t'auraient pris un temps énorme. Donc elle te donne un accès, elle te démocratise un accès à quelque chose qui avant était difficile d'accès. Par contre, évidemment, ça reste un système qui, à un moment, fonctionne sur un set de données qui est prédéfini, qui est basé sur un historique passé, etc., qui peut pas être extrêmement personnalisé, qui, en plus, va pas toujours percevoir que derrière ta réponse, il y a peut-être un non-dit, quelque chose qui est plus de l'ordre du visuel, du ressenti, de l'attitude, etc., que justement un coach humain derrière, lui, va pouvoir identifier, d'accord, et donc va t'aider en réalité à aller plus loin. À aller au-delà de la réponse un peu générique et parfois très pertinente. Enfin, moi, elle a été pertinente, mais pour ce que j'en ai fait, mais voilà, qui est forcément un peu générique de l'IA, pour revenir sur des trucs qui sont un petit peu importants, qui sont impactants pour toi, qui sont dimensionnants pour toi, et qui en réalité vont t'aider à y aller individuellement. Et ces coachs-là, c'est pareil. Pourquoi je dis c'est bien d'avoir d'abord une IA pour commencer, ensuite un coach boosté à l'IA, c'est que le coach qui n'utilise que ces technologies d'avant, ces outils d'avant, etc., il va vite être assez limité quand même, d'accord. Et c'est-à-dire que de la même manière que tu peux faire avec ton vécu, ton expérience, mais si tu challenges pas ce vécu, cette expérience, si tu t'appuies pas sur des outils qui vont te permettre d'aller dans un axe que tu veux creuser avec la personne que tu accompagnes, aller challenger tes idées, aller trouver des nouvelles inspirations, etc. Aujourd'hui, le coaching que tu vas accompagner, il est un tout petit peu plus limité. Voilà. Donc je pense que ça marche un peu dans ces deux sens-là, et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans l'article. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que Hypo, c'est très bien. Et donc dans Hypo, toi, tu as testé le format court où on donne peu d'informations sur soi à l'IA au final. Donc le matching, elle fait avec ce qu'elle a. Franchement, elle est bien matchée quand même. Déjà, elle s'était bien débrouillée, mais si tu lui donnes plus d'infos, et c'est ce qu'on fait normalement dans un bilan de compétences, là, elle a énormément d'infos, et là, le matching, il est encore plus fin et plus juste, etc. Donc, elle va pas recommander exactement les mêmes choses, même si elle a un biais effectivement de lecture sur le marché du travail à travers ce qu'elle a. C'est l'information, c'est son entraînement à elle. Elles sont entraînées sur tellement de données aussi, tellement de grands volumes de données qu'en réalité, justement, elles ont accès à énormément d'infos qui font qu'elles peuvent être pertinentes. C'est aussi ça le sujet. C'est qu'à un moment, voilà, quand tu sais tout, tu peux être très pertinent.
on est content, c'est sûr, du résultat. Mais tu as raison de dire que l'humain perçoit le non-verbal et Dieu sait qu'on sait que c'est important. Et quand des gens ont besoin de faire une reconversion et qu'ils ont besoin d'accompagnement parce que ils sont un peu paumés et qu'ils n'ont jamais fait ce travail de recul, de savoir ce qu'ils aimaient, là où ils étaient bons, bah, juste une IA, c'est un peu limite pour ces cas-là. Et effectivement, là, l'humain est indispensable. Et voilà. Puis même pour le passage à l'action, tu vois, le simple fait d'avoir quelqu'un qui va te donner des exercices que peut-être l'IA aurait pu te donner, tu vois, te donner des étapes, etc. Mais à qui tu vas devoir en parler en fait, qui va dire bon bah alors comment t'as avancé depuis la dernière fois, etc. C'est pas le même boost que quand c'est un plan qui t'a été donné par l'IA et t'as aucun compte à lui rendre en réalité, tu vois. Donc c'est un peu il y a ce côté-là aussi. Ah, c'est pour ça que la version hybride où c'est l'IA et moi, la personne fait le travail avec l'IA, après on débrief, elle peut pas passer à travers et c'est parfait. Et du coup, on fait un bilan de compétences en 12 heures au lieu de 24, quoi. Tu vois, donc deux fois plus vite. Est-ce qu'on prend 5 minutes de plus pour regarder un peu l'interview d'Isaac Asimov? Ouais, Parce que je l'aime bien, celle-là. Je l'aime bien. Tu as fait plusieurs interviews comme ça, d'auteurs qui sont plus là, mais comme s'ils étaient là. Et comme s'ils avaient une entreprise, qu'ils avaient un projet d'actualité. Ouais. Et donc, tu as imaginé ça et ce qu'ils diraient. Et donc, dans cette interview d'Isaac Asimov, qui aborde la fin du CDI, quoi, du poste fixe, en parlant d'une entreprise qui est liquide, où les talents, en fait, ils fonctionnent en essaim autour de projets. Et ça, cette idée, ça m'a vraiment frappée. Je me suis dit, on va vers ça, même si c'est très difficile pour nous de concevoir comment ça va se mettre en œuvre, en fait, cette pratique. Toi, tu vois ça comme ça, un peu la fin du salariat classique Alors je vois des tendances. Alors pour le coup, Isaac Asimov, qui lui est le chantre du big data en fait avec la psychohistoire, il a inventé le big data, d'accord, bien avant que ce soit quelque chose qui existe. C'est-à-dire concentrer l'ensemble des informations qu'on a pour en déduire des grands mouvements de foule et des choses qui marchent pas forcément très bien au niveau individuel, mais par contre qui permettent de prédire les mouvements macroscopiques. Et effectivement, donc là, l'extrait auquel tu fais référence, c'est moi en tant que journaliste, quelque part, je pose à cet Isaac Asimov des temps modernes la question de si on regarde les tendances macroscopiques qu'il observe, comment il imagine que l'entreprise dans 10 ans, donc en 2036, aura changé par rapport à celle de 2026. Voilà. Par rapport à ce que je connais de la pensée d'Isaac Asimov et de ce que j'observe des tendances du marché, donc c'est un peu un mix des deux. Ce que j'en dis, c'est que effectivement sa réponse va pas arrêter que il observe que le fait de faire carrière en tant que salarié de façon a fortiori en tant que salarié dans un seul métier au sein d'une entreprise est quelque chose qui va disparaître, d'accord, qui va disparaître alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que les métiers vont être amenés à évoluer beaucoup plus vite qu'avant, évidemment avec IA, automatisation, etc. Donc ça c'est un premier point. Donc on peut plus espérer, assez peu de métiers peuvent se dire qu'ils vont faire pendant 40 ans la même chose, même pendant 5-10 ans, ce serait déjà incroyable, d'accord. Donc ça c'est un premier point. Mais il y a un deuxième point et qui lui est pas forcément lié à Asimov, mais plutôt lié à un autre environnement de science-fiction qui est l'environnement cyberpunk, okay, qui est celui de ce qu'on appelle la gig economy. Donc tu sais, la gig economy, c'est ce système d'économie de petits freelances qui sont payés à la tâche tout le temps et qui donc en fait vivent dans la précarité. Par exemple, tu vois le 5e élément, Corben Dallas, qui est un ancien militaire reconverti chauffeur de taxi, etc. En réalité, chauffeur de taxi, d'ailleurs, c'est de la gig economy. Tu n'es payé qu'à la mission que tu réalises. D'accord. Donc paiement à la tâche. Et ça c'est très cyberpunk comme concept. Alors, c'est un concept assez dark où les entreprises sont très puissantes, les salariés sont un peu exploités, enfin les travailleurs finalement, parce que c'est pas les salariés sont exploités. Et avec l'IA d'ailleurs, tu as un phénomène un peu de ça, là où on déploie fortement de l'IA, on commence à dire que ça coûte très cher, etc., qui est le phénomène en fait de tokenisation. D'accord. Toi, tu dois connaître. Je pense que les tokens, avec iPod, t'en utilises beaucoup. Et donc, effectivement, tu as cette question un peu de tokenisation de la rémunération qui peut se développer dans les années à venir, qui est de dire, en fait, tu vas être payé à la tâche. D'accord. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que le mouvement, il s'observe aussi à l'initiative des individus. Alors, en RH, c'est assez marqué. J'ai pas de stats précises, mais je sais que c'est vrai.
Je pourrais aller chercher des études qui le confirmeraient, je pense. Il y a eu une tendance ces dernières années à la freelancisation des RH et des DRH. Qui est très marquée. Pourquoi ? Parce que aussi les gens se reconnaissent pas forcément dans un certain nombre de décisions d'entreprise avec lesquelles ils ont pas envie de rester alignés, d'accord ? Et donc préfèrent intervenir ponctuellement dans le cadre d'une mission plutôt que de gérer des choses qu'ils n'ont pas envie de gérer après. Et ça, voilà, tout ça me fait dire, si j'étais Asimov, j'en déduirais d'un point de vue statistique que on va vers ce type de monde du travail où chacun les tâches de chacun deviennent de plus en plus micro en fait et ponctuelles. Ouais. Mais du coup, pas forcément pour un plus bel avenir, hein, d'après ce que tu as l'air de... C'est-à-dire que le problème de la freelancisation, c'est que chacun est l'entrepreneur de lui-même, et donc chacun est mis en concurrence. Et ceux qui sont moins équipés pour la concurrence, c'est plus difficile pour eux. C'est pas une qualité, savoir se vendre. Être commercial dans l'âme, par exemple, c'est pas une qualité que tout le monde a, quoi. C'est très difficile. Je vais faire justement une vidéo là-dessus sur l'idéalisation, l'illusion qu'on peut avoir autour d'être à son compte et d'être son propre patron, alors que souvent on est notre propre pire patron. Exactement. Il n'y a rien de pire qu'être soi-même son patron, mais des objectifs impossibles à tenir, zéro horaire, enfin bref. Ok, donc oui, effectivement, on va voir, mais c'est vrai que ça prend déjà cette direction. On voit, les entreprises effectivement embauchent de plus en plus d'indépendants et ça fonctionne comme ça. Bon, pour le moment, on y trouve notre compte, mais jusqu'à quand ? Tu vois que les tarifs, au fur et à mesure avec le temps, n'arrêtent pas de baisser. Par exemple, les TJM pour les développeurs, depuis qu'il y a des IA qui participent à faire du code, etc., sont vachement à la baisse. Ça, c'est sûr. Ok, on va conclure juste, on conclut en général sur nos épisodes avec un conseil. Est-ce que tu peux nous trouver un petit conseil tiré d'un de tes livres ou films préférés qui pourrait aider quelqu'un à retrouver du pouvoir sur sa carrière dès demain, quoi. Alors écoute, j'y ai pensé un petit peu avant parce que je sais que c'est une question que tu poses régulièrement. Et il y a actuellement, en ce moment, il y a vraiment un livre, une œuvre qui, je trouve, a décrit plutôt dans son lore, tu sais, dans son histoire que dans le récit principal, un sentiment qu'on a tous à un moment, c'est la peur de ce qui se passe avec l'IA. Okay. Et je suis persuadé que sur Hypo, j'ai pas la vue, peut-être toi non plus, mais il y a énormément de gens qui vont sur Hypo qui disent j'ai peur que mon métier disparaisse avec l'IA, qu'est-ce que je pourrais faire après, comment je pourrais me reconvertir, etc. Il y a quelque chose dans Dune qui s'appelle la litanie de la peur, qui est un truc des Bene Gesserit, là, cette espèce d'ordre religieux, et donc il y a une formule qui se récite, et j'ai trouvé intéressante. Donc je vous propose de la partager ici et d'expliquer pourquoi elle est intéressante derrière. Donc, ça dit « Je ne connaîtrai pas la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui mène à l'oblitération totale. Et j'affronterai ma peur et lui permettrai de passer sur moi et au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où la peur sera passée, il ne restera plus rien d'autre que moi. » Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, ça invite, c'est en 4 temps, mais finalement ça invite d'abord à la peur tue l'esprit, donc à reconnaître que la peur a un impact, d'accord ? L'angoisse a un impact et peut, tant qu'on ne l'a pas bien identifié, amener à des réactions de panique, de fuite, de paralysie qui sont pas rationnelles, d'accord ? Donc, première chose, conscientiser la peur. Deuxième chose, l'accepter. Je lui permettrai de passer sur moi, ok ? Et donc, en fait, au lieu d'essayer à lutter contre l'IA, donc ça sert à rien, par exemple, d'essayer de lutter contre l'IA. L'IA viendra, d'accord ? La question, c'est plutôt de l'accueillir en conscience et de se dire, ok, elle est là, qu'est-ce que je peux faire autour de ça, ok ? Ensuite, ça mentionne se tourner vers son œil intérieur, ok ? Et donc ça, c'est quelque chose qui est possible une fois que finalement cette crainte-là, cette anxiété, tu l'as reconnue, t'as mis un nom dessus, et tu vas revenir un petit peu à ce qui t'est spécifique, d'accord ? Pourquoi ça te fait peur ? Quelle est cette émotion ? Et donc potentiellement, tu commences à étudier cette émotion, et donc tu peux essayer de t'en détacher. Et à la fin, seul je resterai,
D'accord, il ne restera plus rien d'autre que moi. Ben, en fait, c'est toi en tant qu'individu débarrasser finalement de tout ce biais émotionnel qui est là, avec un constat qui est bah oui, il y a un outil disruptif qui arrive. Il est probable que cet outil m'impacte comme des tas d'autres gens. D'accord. Je m'attends que je le sais. Bah, je peux m'y préparer parce qu'évidemment, ce qu'on connaît, ce qu'on a identifié fait moins peur. Et il y a de quoi avoir peur, hein, en toute honnêteté. Voilà. Et donc, je la trouve très adaptée finalement à la situation actuelle et à ce que je pense beaucoup de gens ont comme anxiété. Donc, mon message, c'est finalement de dire, allez faire un tour sur Hypo, faites-vous accompagner aussi à revenir finalement à ce qui vous définit, ce qui pour le coup chez vous aimez faire et qui n'est pas quelque chose qui a vocation à être automatisable ou quoi que ce soit dans le futur. Une fois que vous avez pu travailler et identifier ça, et en général on y arrive mieux en étant accompagné, déjà vous allez vous sortir un peu plus soulagé parce que vous aurez une perspective, et la perspective c'est fondamental en fait dans la vie. Donc voilà, mon conseil il est un peu long mais il se résume comme ça. Mais il est super ton conseil, merci, parce que on voit qu'à travers la science-fiction il y a énormément de sagesse derrière, et c'est ce que tu viens de nous faire, nous donner un bel enseignement et beaucoup de sagesse pour accueillir les choses dans la sérénité. Je te remercie, Sylvain. C'était super. J'ai adoré cette discussion. Pour te retrouver, il suffit d'aller sur LinkedIn si on veut être en contact et être au courant des sorties d'articles. T'animes, tu fais plein de choses super. Donc sur LinkedIn, Sylvain Colas. Et bien sûr, ton blog, The HR Singularity. Je mettrai les liens, tout ça, évidemment, dans la description. Je vous invite à aller lire et vous distraire, passer un bon moment et apprendre plein de choses avec Sylvain. Merci. Et des fois, je dis des choses positives aussi. Faut rassurer les gens. Merci Anne-Laure, c'était super d'échanger avec toi. Au revoir, à bientôt.